Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un monument de la littérature anglophone. Il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley et je voulais également vous parler, au-delà de Frankenstein, de son autrice Mary Shelley qui est bien moins connue que son œuvre malheureusement, alors que c'est une autrice de talent qui a fait plus qu'écrire Frankenstein, et donc j'aimerais également mettre un peu plus la lumière sur cette femme un petit peu inconnue quand même. Alors Frankenstein, je vous l'ai dit, c'est un monument de la littérature, c'est vraiment une œuvre qui est rentrée dans notre imaginaire collectif, de cet imaginaire fantastique. Il y a eu de nombreuses réécritures, des adaptations cinématographiques, on en a fait des BD, des jeux vidéo et j'en passe. Et puis comme toute un petit peu légende qui découle de ces monuments-là, eh bien on a parfois des mauvaise conception de l'œuvre, puisqu'on a tendance à confondre la créature avec Frankenstein, et aussi on a tendance à réduire l'œuvre de Frankenstein à l'histoire de cette créature, alors qu'en réalité c'est une œuvre vraiment riche en réflexion, en pistes d'analyse, elle regorge vraiment de thématiques très intéressantes et ça va bien au-delà de l'histoire de la créature. Et donc j'aimerais vous en parler aujourd'hui, modestement, car je le rappelle, et c'est le cas dans toutes mes vidéos, ce n'est pas, mon intention n'est pas d'être exhaustive sur l'œuvre, d'ailleurs ce n'est pas possible de l'être dans un format vidéo, donc voilà, je voulais vous faire une présentation aussi complète que possible, mais succincte malgré tout, de cette œuvre pour vous donner envie de la lire si ce n'est toujours pas fait, parce que c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai pu lire de ma vie. Voilà, donc c'est parti. Alors, premièrement, pour revenir un petit peu sur le contexte d'écriture qui est particulier à plusieurs égards, premièrement, c'est une œuvre qui a été réécrite 2 fois par Mary Shelley. La première publication s'est faite en 1818 de manière anonyme, puis l'œuvre est republiée en 1923 sous le nom de Mary Shelley cette fois, et de manière définitive, en tout cas dans sa version définitive telle qu'on la connaît aujourd'hui, en 1831. Sachant que Mary Shelley a retravaillé son texte, mais le texte a également été réécrit par son amant et mari de l'époque, Percy Shelley, qui est un poète anglais célèbre. Voilà, il y a des notes à la fin de certaines éditions qui montrent les passages qui ont été ajoutés. Mary Shelley a quand même ajouté beaucoup de passages par rapport à la version initiale. Des passages qui font un petit peu écho à ce qu'elle a pu vivre dans sa vie suite à la première publication, on reviendra dessus. Donc voilà, déjà c'est une œuvre qui a été beaucoup retravaillée et pourtant je trouve que ça ne se ressent pas dans la lecture, dans l'écriture, qui reste extrêmement fluide, tout est bien construit et tout tient en fait, on sent pas cet effort de réécriture, donc c'est que c'est bien fait je pense. Et ensuite l'œuvre a été conçue dans un contexte particulier, alors peut-être le connaissez-vous, si c'est pas le cas je vais vous le raconter brièvement. En 1816, Mary Shelley elle a 19 ans, elle va s'enfuir avec son amant Percy Shelley, qui lui est marié et a des enfants. Ils vont s'enfuir en compagnie d'un autre poète, Byron, qui est très connu également, la maîtresse de Byron, Claire de Clermont, et Polidori, qui est un autre auteur qui a écrit une nouvelle, Le Vampire, une nouvelle qui est gothique, que je vous recommande également. Donc ils vont s'enfuir, ils vont parcourir un petit peu l'Europe, ils vont aller en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse, et ils vont notamment passer cet été 1816 près du lac Léman, c'est un été assez pluvieux, et ils ont l'habitude, le soir au coin du feu, de se raconter des histoires de fantômes. Et un soir, pour tromper leur nuit, eh bien, Byron va lancer un défi à ses amis écrivains, qui est de composer en fait une histoire, un roman fantastique, horrifique. Alors les poètes autour du feu ne se prêtent pas trop au jeu parce qu'ils n'aiment pas vraiment la prose. Par contre Mary Shelley va rédiger cette nuit-là Frankenstein. En tout cas dans sa version initiale qu'elle va ensuite, je vous l'ai dit, beaucoup retravailler. Et il faut savoir également que durant cette nuit-là, Polidori aura écrit sa nouvelle Le Vampire qui sera également publiée et qui est quand même très célèbre aujourd'hui quand on s'intéresse aux romans gothiques, en tout cas aux œuvres gothiques. Je vais commencer par annoncer les évidences, mais Frankenstein c'est un classique du gothique et rien que pour ça, lisez-le si c'est pour le plaisir du fantastique, de l'horrifique et que vous aimez le gothique, Frankenstein vous allez adorer. On retrouve les caractéristiques du gothique et premièrement dans la construction du récit, Frankenstein c'est un récit enchâssé, je vous disais qu'on ne suit pas uniquement l'histoire de Frankenstein et de la créature, on suit en fait l'histoire de finalement 3 personnages, 3 hommes. La première histoire, c'est celle de Walton, qui est un jeune homme anglais qui a soif d'aventure, il veut découvrir le monde, faire des recherches scientifiques et il va partir, il va quitter sa famille pour partir en bateau, parcourir les mers et surtout aller en Antarctique faire ses recherches. Il va entretenir une relation épistolaire avec sa famille, notamment avec sa sœur, et on va suivre son histoire à travers ses lettres, sachant que les récits enchâssés et les récits épistolaires sont assez communs dans la littérature gothique. Sur son chemin, Walton il va faire la rencontre d'un homme qu'il va retrouver au bord de la mort, épuisé moralement et physiquement. Il s'agit du docteur Frankenstein qui est à la recherche d'une mystérieuse créature qu'il veut absolument tuer, détruire.
Il va le recueillir sur le bateau, prendre soin de lui et Frankenstein va ensuite, second récit, nous raconter son histoire à lui et comment il en est venu à créer la créature. Et finalement, troisième histoire, troisième récit, l'histoire de la créature de Frankenstein qui va nous raconter sa vie à lui. Au-delà de ça, on a du fantastique, de l'horrifique, du glauque. Je vous rappelle quand même que le docteur Frankenstein va donc créer sa créature à partir de cadavres, de bouts de cadavres humains qu'il va aller déterrer. On va parler de sciences occultes, notamment l'alchimie. La mort est une thématique qui est omniprésente. On a un récit très morbide à plusieurs égards, on y reviendra. C'est également un récit très romantique, on a quand même de longs passages qui ne sont pas mentionnés quand on parle de Frankenstein, mais c'est aussi un récit presque de voyage, on y reviendra également. Mais il y a de nombreux passages d'errance, d'errance dans la nature, avec beaucoup de descriptions de cette nature-là, des forêts, des montagnes, et surtout des sentiments, des émotions des personnages, avec une forme d'introspection, donc ça reste très romantique également comme récit. Si vous aimez ça, vous allez aimer Frankenstein. On a également une forme de fatalité qui va peser sur les personnages et l'histoire avec dissimulé tout le long du récit des prémonitions, en tout cas des annonces du futur, une certaine, comme je vous dis, fatalité qui va peser sur l'ensemble du récit qui est aussi assez gothique à ce niveau-là. Le fait que ce soit un peu un classique du gothique, c'est en grande partie la raison pour laquelle le roman a été si bien accueilli lors de sa publication. Il y a eu de très bonnes critiques dès sa publication et voilà, c'est encore le cas aujourd'hui, donc ça à noter quand même. Frankenstein, c'est aussi et avant tout l'histoire de la poursuite du savoir, de l'ambition humaine de dépasser sa condition d'humain. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mary Shelley va sous-titrer son œuvre Frankenstein, le Prométhée moderne. Elle va réécrire du coup en fait le mythe de Prométhée qui est un mythe grec. Alors rapidement pour vous rappeler le mythe parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde et c'est important pour comprendre le reste de l'histoire. C'est donc un mythe grec. Zeus, au moment de la création du monde, va confier à Épiméthée le soin de donner des dons et des qualités en fait à toutes les créatures terrestres. Sauf qu'Épiméthée, il ne va rien donner aux hommes qui vont être nus et démunis et sans défense sur terre. Or, son frère Prométhée, qui a créé les hommes à partir d'argile, ne va pas vraiment apprécier qu'on laisse ces créatures sans défense et donc il va voler le feu pour le donner aux hommes pour qu'ils puissent se défendre. Alors Prométhée ne va pas uniquement délivrer le feu, il va enseigner aux hommes certaines sciences, en tout cas certaines disciplines comme l'agriculture, la métallurgie. Sauf que Zeus bien sûr ne va pas être très content, lui il voulait que les hommes vivent une vie plutôt bestiale, puisque ça assurait la supériorité des dieux sur les humains. Donc il va décider de punir Prométhée, il va l'attacher à une corde et un aigle viendra dévorer le foie de Prométhée tous les jours, foie qui se reconstituera tous les jours également, donc pour un supplice finalement éternel. Alors je vous parle brièvement de ce mythe parce que on retrouve quand même des éléments du mythe dans toute l'histoire de Frankenstein, même si parfois il y a des modifications dans le rôle des personnages ou ce genre de choses, mais fondamentalement en fait, on retrouve cette idée de la volonté des hommes de dépasser leurs conditions et de ne plus être que créatures mais de devenir créateurs. Donc déjà on voit le lien entre Prométhée qui a façonné les hommes dans l'argile et le docteur Frankenstein qui va façonner une créature, un humain à partir et à l'image des humains. Donc Frankenstein va vouloir surpasser en fait sa condition d'homme et devenir créateur et il va être puni pour cela. En réalité, dans le récit, Frankenstein n'est pas le seul à avoir cette ambition. Tous les personnages vont plus ou moins l'avoir, mais notamment Walton, donc le personnage qu'on suit au début du roman qui va trouver Frankenstein. Ces deux hommes ont tous les deux vraiment l'envie, voire le besoin d'aller là où personne d'autre n'est allé, d'explorer des pistes qui n'ont jamais été explorées par l'humain et de dépasser les limites humaines, en fait, que ce soit par la découverte de territoire, la découverte scientifique, la recherche, l'introspection. On cherche vraiment à pousser les limites humaines. Et le récit de Mary Shelley va comporter de nombreux passages sur ces ambitions-là, sur ces personnages qui nous expliquent leur motivation. Ils veulent tous les deux finalement résoudre les mystères de l'humain, notamment la mortalité humaine, et ça, la mortalité et la mort sont des thèmes qui sont centraux dans l'œuvre de Mary Shelley de manière générale, on y reviendra plus tard. L'immortalité est un sujet qui revient souvent dans ses nouvelles notamment, ici c'est le cas également dans Frankenstein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait d'alchimie, on va nous parler d'alchimistes qui avaient trouvé le secret de l'immortalité. Frankenstein va tenter de créer lui-même la vie. Donc la mort et le mystère de la création, c'est vraiment
des thèmes centraux du roman et qui sont travaillés à travers ces deux personnages, celui de Walton et celui de Frankenstein. Il cherche dans également cette découverte de mystère une forme de gloire, d'ailleurs c'est aussi exprimé par l'autrice dans le roman, l'homme reste avide de gloire. Et pour toutes ces raisons-là, la science, en tout cas les disciplines scientifiques telles qu'elles existaient à l'époque, vont prendre une grande part dans le récit. Mary Shelley, elle va citer des scientifiques qui ont existé à son époque. On parle de Darwin, elle va nous parler de Darwin notamment, elle va nous parler de Isaac Newton, puisqu'on a la découverte de l'électricité qui n'est pas qui est récente et l'électricité qui va jouer un grand rôle dans l'histoire de Frankenstein, puisque c'est grâce à elle qu'il va réussir à donner vie à la créature. Et puis on a d'autres sciences plus occultes, de la philosophie naturelle, etc. Donc on a plusieurs disciplines qui vont se regrouper ici et qui vont être des instruments qui vont aider nos personnages à bien découvrir et résoudre les mystères de la mortalité humaine. Et en réalité, cette ambition, elle va au-delà de la curiosité scientifique et de la démarche scientifique. Il y a vraiment une ambition de se mettre au même niveau que Dieu. La religion, Dieu, a quand même une place aussi importante dans le récit, dans le sens où nos personnages cherchent à avoir du pouvoir, le pouvoir créateur en fait entre leurs mains. Et de là va découler toute une analogie entre Frankenstein et Dieu. Alors pas Dieu explicitement, mais en tout cas comme un créateur. Voilà, pour vous donner des exemples, Frankenstein s'appelle le créateur et le père avec des majuscules, et il dit qu'il va créer une nouvelle espèce, ses enfants qui lui devront gratitude et reconnaissance. Donc là on voit qu'il essaie de remplir voilà, ce rôle de créateur. Et ce qui est très intéressant également, c'est que quand Mary Shelley écrit les dialogues entre Frankenstein et sa créature, elle va changer d'écriture et elle va utiliser les termes qu'on emploie quand on s'adresse à Dieu et quand on... Enfin, l'écriture en fait biblique, avec vous savez dans la langue originale on dit pas you mais dit, enfin... Il va y avoir un changement dans l'écriture, la narration, je ne sais pas si c'est retranscrit en français, mais en tout cas en anglais c'est assez... ça saute aux yeux de voir que elle cherche en fait vraiment à reproduire les aspects religieux de la relation entre Frankenstein et sa créature. Et enfin, pour aller encore plus loin, la créature va tenir aussi un rôle biblique presque, puisqu'elle va passer de l'image d'Adam à celle du diable. Alors Adam, on le comprend bien puisque c'est le premier homme qui va être créé par le créateur. Or très rapidement, quand Frankenstein va se rendre compte en fait de ce qu'il a fait, je vous laisserai découvrir, la créature va passer d'Adam au diable, elle va se décrire elle-même comme un ange déchu. Et Mary Shelley, elle va introduire des références justement au diable, à cet ange déchu qu'on retrouve dans la littérature notamment. Elle va citer explicitement Paradise Lost, donc le paradis perdu de Milton, qui raconte quand même l'histoire de cet ange déchu de Lucifer qui est tombé du ciel aux enfers. Et elle va comparer son histoire, enfin en tout cas la créature va comparer sa propre histoire avec celle de cet ange déchu. Et puis il y a d'autres références à l'enfer et à la Bible dans l'histoire de la créature. Voilà, et puis pour boucler la boucle, au-delà de cette mythologie biblique, on a quand même cette mythologie grecque. Frankenstein va finir par être puni pour ses actes, comme Prométhée l'a été par Zeus. Je vous laisserai découvrir comment, mais il n'y aura que mort et dévastation autour de lui, ce qui va l'amener à vouloir détruire à son tour la créature. Alors je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en parle rarement quand on parle de Frankenstein, mais ça reste un roman très contemplatif, un récit également de voyage et d'introspection, un récit romantique également, comme je le mentionnais plus haut. Il y a quand même de longs passages descriptifs de l'errance des personnages. De toute façon, l'errance, encore une fois, est quelque chose de très présent. La solitude est une thématique très présente. Tous les personnages de ce récit, que ce soit Walton, Frankenstein ou la créature, sont des êtres qui s'estiment seuls au monde, qui n'ont pas d'amis d'ailleurs, qui recherchent l'amitié, l'amour des autres, qu'ils trouvent ou ne trouvent pas, ça je vous laisserai le lire. Les thématiques du deuil et de la perte sont également très importants, et en ça fait écho à la vie de Mary Shelley dont je vous parlerai plus tard. Mary Shelley, elle a connu des événements très tragiques très tôt dans sa vie, et ce sont des passages et des moments qu'elle a rajoutés quand elle a réécrit Frankenstein, donc on voit vraiment que le récit est également imprégné de la vie de Mary Shelley, de ses pensées et de ses états d'âme finalement. Et on peut vraiment voir l'histoire de ces trois personnages comme des récits en miroir qui se répondent les uns aux autres avec voilà, un fil rouge, un fil conducteur au niveau des thématiques de la solitude, de l'errance, de la mort, de la perte et de l'incapacité, de l'impossibilité à trouver sa place sur Terre. Frankenstein, c'est aussi un roman qui questionne la monstruosité et l'humanité, les frontières de l'humain.
ce qui fait qu'on est humain, qu'on est un monstre, puisque vous l'imaginez bien dans ce récit, le monstre n'est pas forcément celui qu'on imagine être. Et ça, Marie Shelley, elle le décrit assez, de manière assez évidente. Elle va donner à la créature toutes les qualités humaines en fait. Il est très rationnel, il a la conscience de soi, il va se remettre en question, il est responsable, il cherche l'amour. Finalement il n'est que bonté mais il a une apparence monstrueuse, tandis que les autres personnages, et notamment le docteur Frankenstein qui est simplement avide, ambitieux, qui est dépourvu en fait d'une forme de rationalité et qui va jamais assumer son rôle et sa responsabilité dans ses malheurs, va être le véritable monstre de cette histoire, je vous laisserai découvrir. Donc il y a un renversement de ces perspectives-là et toute une interrogation sur, enfin une réflexion sur l'humanité, la monstruosité et les frontières de l'humain, de l'humanité en tout cas. Et en réalité ça ne va pas se cantonner à la créature et à Frankenstein, mais à tous les humains que va rencontrer la créature qui vont le rejeter à cause de son apparence, alors que s'il prenait la peine de regarder qui il était et son comportement, eh bien il n'aurait pas cette réaction. Et je ne veux pas vous dévoiler la fin, mais la fin nous montre bien toute l'humanité en fait de la créature. Et d'ailleurs concernant cette question de la monstruosité de l'humanité, eh bien ce qui est intéressant et ce qui est fondamental, ce qui est intéressant en tout cas dans le récit de Marie Shelley que je n'ai jamais vu mentionner, c'est la réflexion autour du végétarisme, qui est brève mais présente et explicite. La créature refuse de manger de la chair animale. Et il va finalement critiquer, voire condamner les humains pour le faire en fait, parce qu'ils mangent des animaux. Donc ça je vous laisserai découvrir. Je vous citerai peut-être un passage, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et ça montre que Marie Shelley, dans Frankenstein, finalement, veut nous parler de la relation que l'on a avec l'autre. Mais l'autre avec un grand A, que ce soit les animaux, nos proches, notre famille, mais aussi l'étranger, quoi, autrui. C'est vraiment un récit sur la relation qu'on a avec l'autre. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement bien fait. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Frankenstein, on pourrait parler de l'aspect faustien, ça reste un récit également qui peut être qualifié de faustien. On a toute cette opposition entre une forme de domaine public avec la recherche dans la science, la philosophie et tous ces questionnements autour du dépassement de la condition humaine, et puis opposé à ce domaine qu'on pourrait appeler domaine privé, des sentiments, de l'émotion, de l'intériorité des personnages et finalement de la vie de Marie Shelley qu'elle pose un petit peu sur le papier également quand elle écrit Frankenstein. Donc voilà, pour ne citer que ça, il y aurait encore d'autres choses à dire. Il y a certains auteurs qui estiment également que Frankenstein est un roman plus politique, qui va nous parler de la Révolution, des aspects politiques que connaît la France, l'Angleterre, l'Europe peut-être plus généralement à cette époque-là. C'est pas une interprétation qui personnellement me convainc le plus, donc je voulais pas passer trop de temps dessus, mais sachez que ça existe et que certaines personnes estiment que c'est le cas. On pourrait parler de l'aspect de la science-fiction. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu l'œuvre et ce que j'en avais moi retiré, et ce que j'aimerais vous délivrer ici dans cette vidéo. En tout cas, j'espère vous en avoir suffisamment dit pour vous intriguer, mais pas trop non plus pour pas vous gâcher la lecture, parce qu'il y a vraiment des passages poignants et très intelligents, il y a beaucoup de couches d'analyse, il y a beaucoup de choses dans ce récit. Donc voilà, j'espère que je vous aurai convaincu de lire si ce n'est pas déjà fait. Et puis maintenant, on passe à autre chose. Alors Marie Shelley, elle naît en 1797 et elle meurt en 1851 à l'âge de 53 ans. Elle a une mère célèbre qu'elle n'a jamais connue puisqu'elle meurt en couche, elle vit donc avec son père. Elle a une vie triste, tragique et tumultueuse. Je vous l'ai dit, à 19 ans, elle s'enfuit avec son amant. Elle finira par se marier à Percy Shelley et avoir 4 enfants avec lui. Et si vous voulez découvrir un petit peu plus sa vie, son état d'esprit et oui, la façon dont elle a vécu, en fait, vous pouvez lire ses journaux d'affliction qu'elle a tenus entre 1922 et 1944. De manière très sporadique, hein. Il n'y a pas beaucoup, il y a très peu d'entrées par année, donc ce sont des journaux assez courts. C'est un journal en fait qu'elle commence en 1922 à la mort de Percy Shelley. Alors la mort de Percy Shelley, elle est assez romanesque, puis ça pourrait faire l'objet vraiment d'une histoire. Il meurt en fait avec Byron quand ils sont en mer, il meurt noyé dans un naufrage. Les corps sont retrouvés et incinérés. Sauf que le cœur de Percy Shelley ne sera pas consumé, c'est tout ce qui va rester dans les cendres. Il va être récupéré et envoyé à Marie Shelley qui va conserver ce cœur dans un tiroir chez elle. Et donc suite à cette mort en 1922, elle va décider d'écrire
de s'isoler et d'écrire un journal. Elle se résout finalement à son deuil, à son chagrin. Il faut savoir qu'en plus de son mari, elle a perdu 3 de ses 4 enfants à des âges très jeunes. Il ne reste plus qu'un fils, Percy, qui a quelques mois. Et donc elle se résout à son chagrin et elle se serait résolue à la mort si elle n'avait pas eu ce fils. Et elle va commencer donc à écrire ce journal dans lequel elle va nous faire part de ses états d'âme. Donc ce journal d'affliction, il porte bien son nom. Marie Shelley va nous parler de son deuil, de son malheur, de sa tristesse, de sa mélancolie. Et puis les années passant, on va aussi apprendre un petit peu la façon dont elle a vécu. Elle a vécu très isolée, d'abord par choix puis par contrainte. Puisque finalement elle avait une mauvaise réputation et on la fréquentait peu à cause de cette réputation puisqu'on avait peur que ça nous porte préjudice, hein. C'est-à-dire que si vous ne vouliez pas mettre à mal votre carrière, votre réputation, il valait mieux éviter Marie Shelley. Donc elle a vécu assez isolée, elle avait peu d'amis. Elle a quand même côtoyé des écrivains et des personnes célèbres de son temps. Elle a vécu également très pauvre, elle avait assez peu d'argent tout au long de sa vie. Et finalement, elle passait son temps quasiment uniquement à s'occuper de son fils et à écrire. Dans son journal, elle va également nous dresser un portrait très idéalisé de Percy Shelley. Elle va vraiment vanter son intelligence et le fait qu'elle avait vraiment besoin de lui pour la stimuler intellectuellement et dans son travail d'écrivaine. Percy Shelley retravaillait quasiment tous les écrits de Marie. Alors ces journées peuvent être lourds et déprimants parce que Marie Shelley en fait elle attend la mort et elle le dit à plusieurs reprises, c'est que la mort ne vient jamais assez tôt. Alors il y a malgré tout de très beaux passages. Marie Shelley elle a une très belle plume, elle a une façon magnifique malheureusement quelque part de décrire ces sentiments là et son malheur qui en fait, si on essaye de prendre du recul, un récit vraiment presque romantique, mélancolique et douloureux qui peut être, encore une fois quand on prend de la distance, bien beau à lire. Alors au niveau de son œuvre, elle est assez variée et multiple puisqu'elle aura écrit des romans, des nouvelles, de la poésie, des romans pour enfants, des récits de voyage, des romans historiques, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vrai qu'elle évolue à une époque où le roman historique est populaire, notamment avec Walter Scott, donc elle aura écrit des nouvelles et des romans sur des personnages historiques notamment italiens, mais aussi écossais. Elle va nous parler... Marie Shelley elle aura beaucoup voyagé en Europe, notamment en Allemagne, je vous l'ai dit, en Italie, en France, en Suisse, mais pas que. Et elle va nous faire le récit de ses voyages dans certains écrits, donc si ce sont des récits qui vous intéressent, sachez qu'ils existent. Il y a quand même des thématiques qui se croisent dans toutes ses œuvres, des thématiques qui sont souvent assez tabous. Il y a notamment le thème de l'inceste qui revient assez souvent dans ses nouvelles. On retrouve souvent le même schéma d'histoire d'amour qui se crée au sein d'une même famille. Alors souvent il n'y a pas de lien de sang entre les membres de cette famille-là, mais en tout cas c'est des personnes qui ont été élevées ensemble ou qui ont un lien. Notamment une de ses nouvelles les plus connues, The Invisible Girl, donc la fille invisible j'imagine, où l'histoire m'a fait un petit peu penser à celle des Hauts de Hurlevent dans la mesure où on va suivre 2 enfants qui donc n'ont pas de lien de sang mais qui vivent dans la même famille et qui vont tomber amoureux dès le plus jeune âge, qui vont grandir et quelque chose va empêcher leur amour. Cette thématique de l'inceste est également présente dans une autre nouvelle connue qui est Transformation. Et dans un autre roman qui est un des écrits que j'ai préféré de Marie Shelley, qui est Mathilda, qui est une novella, un long nouvelle court roman, sur une jeune fille qui va perdre sa mère. Son père va décider de la confier à d'autres personnes pour son éducation, donc il ne va pas la voir grandir, cette fille ne va pas connaître son père, et puis un jour ils se retrouvent dans certaines circonstances, et puis ils ne savent pas l'un et l'autre en fait qu'ils sont père et fille, et ils vont en fait développer une attirance, une relation. Alors je vous laisserai découvrir comment c'est traité, mais c'est très malsain, mais d'un autre côté c'est écrit et traité avec beaucoup de subtilité, d'équilibre, et c'est très bien dosé, et du coup on rentre pas dans le glauque non plus. Je trouve que voilà, c'est très bien maîtrisé par l'autrice, donc c'est assez court, je veux pas trop vous en dire, mais si ce sont des thématiques qui vous intéressent et que si vous aimez les récits romantiques, gothiques, malsains, vraiment allez-y sur Mathilda, c'est très très bien. Au-delà de cette thématique un peu taboue de l'inceste qui revient régulièrement, on a celui de la monstruosité, alors Frankenstein, mais également dans Transformation dont je vous ai parlé. L'immortalité est importante. On a une nouvelle justement sur un personnage qui découvre l'immortalité. Et d'ailleurs il y a des échos entre les écrits de l'autrice, puisque entre cette nouvelle... elle va citer cette nouvelle, en tout cas certains personnages dans Frankenstein. Donc voilà, on peut vraiment dresser des liens entre toutes les œuvres. Il y a des ponts également qui sont faits entre ces œuvres-là. Et il y a vraiment une ligne conductrice, je trouve que elle a une œuvre qui est cohérente. Et que, a priori, si on a aimé Frankenstein, vous allez aimer ces nouvelles et Mathilda, parce que, en tout cas ces nouvelles gothiques,
parce qu'on est vraiment dans la même veine. Elle a écrit peu de poésie, mais elle en a écrit et c'est une poésie que j'ai vraiment adorée. J'ai découvert un de mes nouveaux poèmes préférés que je vous mettrai peut-être quelque part. C'est un peu compliqué par contre de vous en parler et de vous le recommander étant donné qu'ils n'ont pas été traduits et que la poésie de Mary Shelley est assez difficile au niveau de l'anglais. Voilà, je le recommande pas à tout le monde. Si vous n'avez pas un très bon niveau en anglais, ça peut être compliqué à comprendre. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais je le mentionne néanmoins. Elle a écrit très peu de poèmes, mais c'est des poèmes que j'aime beaucoup, qui nous parlent encore une fois de cette tristesse, de cet isolement, de l'amour, de la mélancolie, de la mort. Que des thématiques que j'aime. A priori, si vous aimez Emily Brontë et ses poèmes, vous allez aimer les poèmes de Mary Shelley. Et enfin, autre thème fondamental de son œuvre, c'est celui de la solitude de l'errance, qu'on retrouve surtout dans son gros roman qui est The Last Man, donc Le Dernier Homme, qui va être republié à la rentrée il me semble. Alors c'est un long roman qui peut avoir certaines longueurs parce qu'on est vraiment dans cette introspection, dans cette errance de cet homme. En fait c'est un récit dystopique de science-fiction d'un homme qui se retrouve seul au monde, il est le dernier homme sur Terre. Et donc voilà, on suit son histoire, sachant que ça reste un récit très introspectif. Et c'est là qu'on voit se mêler vraiment la vie de l'autrice avec ce roman, puisque ce roman elle l'a écrit après son deuil et la perte de Percy Shelley et de ses enfants. Et c'est un récit qui lui a été très critiqué au moment où elle écrivait, où elle envoyait des extraits de ce roman à ses amis, puisqu'on lui reprochait justement de mettre trop d'elle en fait dans le récit, que ce soit un récit trop personnel pour être finalement apprécié par les autres. Voilà, c'est pas vraiment le roman que je vous recommanderais en premier, parce que ça peut être assez long, c'est lourd, même si le style est exquis. C'est vraiment très beau, mais voilà, c'est lourd et long. Bon, je vais m'arrêter là parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, j'ai envie que ce soit accessible. Comme toujours en fait, mon ambition dans mes vidéos c'est d'être une porte d'entrée sur certaines œuvres ou certains auteurs ou autrices pour que vous donner envie de les découvrir par vous-même. J'espère que j'aurai réussi le job ici, que vous avez été intrigués par Mary Shelley et que vous avez envie de lire Frankenstein ou surtout d'autres de ses œuvres dont on parle trop peu et qui sont quand même de qualité, sachant que je n'ai pas lu ces récits historiques et de voyage parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais bon, voilà, sachez qu'ils existent. Voilà, dites-moi si vous avez lu certaines de ces œuvres, si vous comptez les lire, ce que vous en avez pensé, etc. Et moi je vous laisse ici. Je vous souhaite de faire de belles lectures et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.